Monsieur le rapporteur, vous avez la parole pour nous présenter cette proposition de loi. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. Je suis très heureux de vous présenter cette proposition de loi visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France. Si notre pays, grâce aux efforts entrepris depuis 2017, est aujourd'hui la destination privilégiée en Europe de nombreux investisseurs internationaux et d'établissements financiers, nous ne pouvons nier l'écart croissant en matière de financement de nos entreprises entre l'économie européenne et l'économie américaine. Peut-être 3 chiffres pour illustrer de façon imparfaite ce constat. Il y a 10 ans, la première banque européenne et la première banque américaine avaient peu ou prou la même valeur. Aujourd'hui, la première banque américaine a une valeur plus ou moins équivalente que les 10 premières banques européennes cumulées. Deuxième point, la capitalisation d'une seule entreprise américaine, prenons par exemple Microsoft, est plus grande que la capitalisation de l'intégralité du CAC 40 réunis. Je vous laisse le soin de réfléchir à ce que ça veut dire en termes d'investissement, de recherche et de croissance. Peut-être troisième point pour illustrer cet écart, 60% du financement aux États-Unis se fait par le biais des marchés financiers, 17% en Europe. En Europe, c'est évidemment le système bancaire qui assure la majorité du financement de nos entreprises. Pourtant, les besoins de financement de nos entreprises, de nos économies pour réussir la transition écologique, pour maîtriser la transformation numérique ou encore pour le grand âge sont absolument colossaux. Et pourtant, l'épargne des Français, l'épargne des Européens, sous une myriade de différentes formes, est également colossale. Il convient donc aujourd'hui de tout faire pour faciliter le financement de ces besoins très importants par cette épargne très abondante. Ce lien, ce point de contact qui réunit l'épargne et les besoins en financement, se fait par les acteurs financiers. Depuis 2017, la stratégie d'attractivité volontariste menée par cette majorité a considérablement renforcé l'attractivité de la place financière de Paris, désormais au premier rang en Europe. Cette stratégie s'est appuyée sur des avantages comparatifs dont la qualité des superviseurs nationaux, la qualité de vie offerte à Paris, le régime fiscal, le droit du travail. Et la plupart des banques d'investissement étrangères implantées à Paris ont ainsi plus que doublé leurs effectifs depuis le Brexit. Plus généralement, l'amélioration de la compétitivité de la place s'est traduite par la création de 7000 emplois entre 2017 et 2022 dans la seule industrie financière, emplois auxquels s'ajoutent les créations d'emplois indirects, évidemment, et les importantes recettes fiscales supplémentaires. Pour renforcer notre économie, française comme européenne, et en cohérence avec la volonté du gouvernement de créer une véritable union des marchés des capitaux au niveau européen, cette proposition de loi tente d'apporter des réponses très concrètes, très ciblées, sur un nombre limité de sujets bien identifiés. Elle résulte de très nombreux échanges avec les acteurs de la place, des juristes, des chercheurs, des économistes, les services de l'État, des auteurs de rapports parlementaires, des auteurs de rapports non parlementaires qui ont formulé de nombreuses recommandations sur ce sujet. C'est un ensemble de mesures qui visent à faciliter le financement de nos entreprises et à renforcer l'attractivité de notre droit. Le titre 1 de la proposition de loi comporte ainsi 5 articles visant à renforcer les capacités de financement des entreprises depuis la France. Les articles 1, 2 et 3 proposent des mesures nécessaires dans notre droit des sociétés pour faciliter les levées de fonds dans le cadre d'introduction en bourse ou d'augmentation de capital. Les articles 4 et 5 portent, eux, sur quelques dispositions très précises de notre code monétaire et financier, et ils lèvent ainsi des entraves à l'activité de notre industrie financière sans réduire en rien la protection de l'épargnant. L'article 1 a pour objet d'autoriser les sociétés à s'introduire en bourse en se dotant d'actions de droit à vote multiple. Quel est le but de cette mesure ? De permettre à des actionnaires ou à des fondateurs, qui jouent évidemment un rôle particulier dans une entreprise à forte croissance, d'en conserver le contrôle et donc la trajectoire de développement. L'introduction de ces droits de vote multiples dans notre droit est bien entendu une simple possibilité offerte aux entreprises qui souhaitent ce côté, nullement une obligation. Les investisseurs seront libres de répondre ou non à une offre dont ils connaîtront les termes. Offrir cette faculté aux entreprises se justifie doublement, d'une part pour éviter que les entrepreneurs en France se trouvent dissuadés de poursuivre le développement de leur société par la perspective de perdre le contrôle de celle-ci, ou deuxièmement, qu'ils aillent se poursuivre leur développement dans une autre place, dans une autre géographie. De très nombreuses autres places de cotation offrent en effet déjà cette possibilité.
L'article 2 permettra aux fonds communs de placement à risque de garder leur participation dans des sociétés dont la capitalisation boursière est comprise entre 150 et 500 millions d'euros. Ainsi pourront-ils accompagner plus longtemps certaines entreprises à forte croissance dans lesquelles ils investissent juste avant leur cotation. L'article 3 vise à faciliter les augmentations de capital sans droit préférentiel de souscription. Celles-ci sont plus propices à des levées de fonds rapides et moins complexes. Cet article vise donc, lui aussi, à éviter que de nombreuses entreprises ne choisissent la cotation sur une autre place que Paris, concurrencée par exemple par les droits américains ou néerlandais qui ne posent aucune limite en augmentation de capital sans droit de souscription. L'article 4 vise à permettre à des sociétés de gestion de transmettre des informations aux superviseurs d'États non membres de l'espace économique européen, comme le peuvent déjà les établissements bancaires, par exemple. Soyons clairs, depuis 2009, les gestionnaires d'actifs européens ont perdu 40% de parts de marché, alors que les gestionnaires d'actifs américains en ont gagné 20%. La loi du 26 juillet 1968, dite de blocage, est une loi essentielle que cette proposition de loi ne remet nullement en question, mais une dizaine de sociétés de gestion françaises ont déjà vu leur enregistrement refusé par le superviseur américain pour des raisons infondées liées à la loi de blocage. Avec le marché américain, c'est la moitié du marché mondial de gestion d'actifs qui leur est fermé, alors que les informations demandées par les régulateurs américains sont pour la plupart des informations publiques. L'article 5 modifie une règle concernant la communication promotionnelle des prestataires de services d'investissement sur un marché de pays tiers à l'espace économique européen. Cet article recentre, en fait, de façon un peu complexe, mais recentre simplement la règle pour cibler les opérations qui ne sont pas couvertes par le droit européen. J'insiste sur un point, les règles européennes de commercialisation demeurent entièrement applicables. Pas plus qu'aujourd'hui, il ne sera possible de commercialiser n'importe quoi à n'importe qui, dans n'importe quelle condition. En revanche, l'univers d'investissement susceptible d'être proposé par nos gérants d'actifs s'en trouvera élargi, et avec lui, les perspectives d'investissement pour nos épargnants. Le titre 2 de la proposition de loi, qui peut paraître un peu obscur, objectivement, me tient beaucoup à cœur. Il aura un impact très concret et très rapide au niveau national s'il est adapté, par exemple de fluidifier et d'accélérer le dispositif d'aval de FranceAgriMer, ce qui permettra aux agriculteurs céréaliers d'être payés plus rapidement. Mais il aura aussi un véritable impact à l'international si la France et le droit français parviennent à se placer en leader sur le sujet de la dématérialisation des procédures de commerce international. Cela facilitera le développement de nos entreprises à l'international. Cela développera des débouchés à l'exportation, sans parler de l'influence de notre dispositif juridique sur le développement de cette dématérialisation dans d'autres pays, chez nos partenaires en Europe comme en Afrique par exemple. En clair, ce titre 2, qui comprend 4 articles, a pour but de définir la notion de titre transférable pour regrouper divers documents ou instruments aujourd'hui appréhendés de façon éparse par notre droit, puis de reconnaître leur forme électronique et de garantir l'équivalence entre de tels titres imprimés ou dématérialisés. Ces dispositions nouvelles s'inspirent d'un modèle élaboré par la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international et adapté de manière efficace par un rapport commandé par le gouvernement. Nous serions donc non seulement l'un des premiers pays à adopter un tel texte, mais aussi le premier pays de tradition juridique romano-germanique à le faire. D'autre part, si le Royaume-Uni a lui aussi déjà traduit en droit les travaux de la Commission des Nations Unies, cette adaptation trop rapide ne leur permet actuellement pas de l'utiliser concrètement, contrairement aux travaux que nous menons aujourd'hui. Il me faut à ce stade remercier M. Philippe Henry et Mme Béatrice Collot pour l'excellent rapport qu'ils ont remis au gouvernement en juin dernier sur ce sujet. Enfin, la numérisation permettrait une économie de 36 documents et de 240 copies en moyenne par transaction, pour un gain de 3,8 milliards d'euros en France d'ici 2030. Enfin, Madame la Présidente, le titre 3 regroupe 3 articles. L'article 10 facilite la consultation par voie électronique des associés et le vote par correspondance des actionnaires, facilite la tenue dématérialisée des réunions des conseils d'administration, des comités de surveillance et des assemblées, et prévoit que ces dernières soient retransmises en direct comme en diffusé. L'article 11 prévoit que la Cour d'appel de Paris soit la cour d'appel compétente en matière d'arbitrage international en France. Il s'agit d'une mesure du bon sens. Cette centralisation part du constat que, de facto, celle-ci l'est déjà dans une certaine mesure, puisque sur les 487 affaires d'arbitrage international traitées par les cours d'appel françaises de 2019 à 2022, 404
ont été traités à Paris. L'article 12 actualise dans le sens d'une extension la liste des preneurs de risques ayant exercé dans un établissement de crédit ou une société de financement pour lesquels l'indemnité de licenciement est calculée sans prendre en compte la partie de la rémunération variable ayant pu être réduite ou restituée du fait d'une sanction. Le titre 4 de la proposition de loi comporte les dispositions nécessaires à l'application à l'outre-mer des dispositions et il organise également le calendrier d'entrée en vigueur du texte. Voilà, Madame la Présidente, mes chers collègues, je vous remercie de votre attention et je me réjouis de cette discussion avec vous.